Bonjour. Comme prévu, le Bitcoin corrige. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. Il y a 2 jours, j'ai un peu appuyé le fait que en ce moment c'était important de bien vous abonner, de mettre votre commentaire et le pouce parce que tout simplement, il y a très peu de monde en ce moment qui s'intéresse aux cryptos, les vidéos sont très peu vues et donc, j'ai besoin de tous vos soutiens. Et bien entendu, vous y aviez répondu avec, enthousiasme et vous avez, mis beaucoup de pouces et beaucoup de commentaires. Donc je tenais à vous remercier, continuez comme ça m'aide énormément. Voilà, sur ce aujourd'hui, ça va pas être une vidéo très longue je pense, parce qu'on n'a pas grand chose à dire de plus que les jours précédents. Tout simplement parce qu'on a déjà bien analysé dans, les 3 premières vidéos de la semaine, tous les time frames, que ce soit le mensuel, le weekly, le daily. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On va donc du coup aujourd'hui s'intéresser aux petits, time frame, un peu plus pour les traders, aux vagues d'Elliott et voilà, un petit update, rapide. Donc quoi qu'il en soit, directement, on s'intéresse à la cryptomap et comme on peut voir, sans grande surprise, le Bitcoin corrige. La plupart des altcoins corrigent avec lui. On a quand même QNT, Atom, ANC et OKB qui nous font du +5, plus 10%. Mais sinon, l'ensemble des altcoins ont des petites corrections de 2 à 10%. Le dollar, bon, bah, le dollar, il continue à vouloir pousser. Il s'attaque du coup à la zone de rechargement de short. Alors là, j'ai mis en weekly aujourd'hui parce qu'on peut voir que sur le weekly, on a tout de même une trendline baissière qui pourrait bloquer l'ascension du dollar. Bien entendu, si on casse le bas de la zone de rechargement weekly et qu'en plus on casse la trendline, ce serait plutôt eh bien, bullish pour le dollar bien entendu et vraiment bearish pour les altcoins et le Bitcoin. Alors, on peut voir aussi qu'en weekly, on a une double divergence baissière, donc a priori c'est bon signe, mais malheureusement, comme je vous ai dit, si le dollar continue à pousser, qu'il casse la trendline, il viendra également probablement casser ce sommet-là et annuler la divergence baissière. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit, plutôt bullish pour le dollar. Il faudra s'attendre à ce qu'il se dirige vers le haut de la zone de rechargement de short. J'ai fait aussi une petite extension Fibo au cas où le dollar est vraiment dans une impulsive, donc on sera dans une vague 1, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là il nous manque une vague 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Les objectifs de la vague 3, vous savez l'objectif principal c'est les 1,61,8, il a déjà été atteint. Les 261,8 c'est le prochain objectif, donc c'est juste au-dessus de la zone de rechargement de short, donc si vraiment on est dans cette configuration, maintenant il faut s'attendre probablement à ce que, comme je vous ai dit, si le dollar vraiment il confirme la cassure ici, qu'on ait rejoindre, pourquoi pas, les 261,8, donc le haut de la zone de rechargement de short, une petite mèche pour aller toucher les 261,8, et on redescend en vague 4. Malheureusement, si on est bien dans une impulsive, après la vague 4, il y aura une vague 5 pour monter beaucoup plus haut. Et vraiment, si ce scénario arrive, malheureusement, ce serait plutôt catastrophique pour le Bitcoin, et il faudrait s'attendre à aller voir un Bitcoin qui se dirige vers les 20 000 $. Voilà. Si par contre, on arrive à être repoussé du bas de la zone de rechargement de short et par la trendline du RSI et confirmer la divergence baissière et donc du coup retourner plus bas et surtout casser ce gros niveau de support, bon bah là effectivement ce sera bullish pour le Bitcoin et on pourra continuer la hausse. Le Bitcoin, donc qu'est-ce qui se passe? Hop, on va dézoomer un peu, on va rappeler qu'est-ce qu'on a. Alors on a notre trendline baissière ici qu'on a cassé, pullback, qui nous a fait un gros rebond. On a nos zones de rechargement de short tout en haut, donc la zone du Fibo 0,618, 0,786. La zone qu'il faut passer si on veut aller faire des nouveaux plus hauts et aller rechercher les 100, 200 000 $, etc. On a un niveau très important également ici aux 51 000 $. Donc notamment il y a le Fibo 0,5, des moyennes mobiles, la Kijun Weekly, etc., etc., etc. Niveau très important. J'ai rajouté une petite ligne blanche. C'est tout simplement, vous voyez déjà, c'est un niveau important. Vous voyez ici, 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 mais surtout dernièrement. Vous voyez, c'est la résistance actuelle qu'on a été touché une fois, 2 fois, 3 fois, et hier, on est revenu encore tester ce niveau. C'est
tout simplement la base du gros W qui est en train de se mettre en place, W Daily, mais également qu'on peut voir en Weekly. Donc voilà. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que tout le monde, quasiment sans exception, parle de ce W et attend la cassure. Notamment les gros youtubeurs américains, Carl the Moon, MM Crypto, etc. Plus les youtubeurs français, les gros youtubeurs. Tout le monde parle de ce W. Alors, comme vous le savez, tout le monde ne peut pas gagner en trading. Donc, si tout le monde attend la cassure de ce W pour acheter et achète à la cassure, le plus probable, malheureusement, c'est ce qui peut arriver, c'est un gros fake out. Donc, on casse, tout le monde rentre dans le train. On en profite au passage pour rafler tous les comment dire, les stops qui se trouvent juste au-dessus, parce qu'il doit y avoir un paquet de stops ici. Tous ceux qui ont, bien entendu, shorté toute cette descente et qui voient que là, on est peut-être en train de se retourner, ils ont probablement leur stop au-dessus de ces niveaux. Tous ceux qui ont shorté ici, 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 ou encore hier ici, ils ont probablement également leur stop au-dessus de ces niveaux. Alors, bien entendu, ça peut du coup nous amener à un short squeeze et un très gros rebond, c'est une possibilité. Donc on casse, les gens ils achètent à la cassure, plus toutes les liquidations des shorts, ça peut nous emmener effectivement à un gros mouvement haussier. C'est une des possibilités, mais ça peut également nous donner s'il y a trop de monde qui essaie de rentrer, un gros fake out, donc une grosse montée très rapide et on redescend aussitôt pour voilà, piéger les gens. Donc 3 possibilités sur ce W. Alors, même 4. Première possibilité, on va même pas aller casser. Il y a toujours cette possibilité. On peut très bien la descendre et descendre tout en bas. On n'est pas obligé de le casser. Mais première possibilité, on le casse. Bon, il y a le short squeeze. Bon, on monte sans problème. Et du coup, il y aura une très forte hausse avec tous les achats plus les liquidations de short. On va monter très rapidement et fortement, aller rejoindre très rapidement les 51 000 $, voire les 55 000 $. Deuxième possibilité, fake out, hop, une grosse poussée et qui est ravalée directement. Voilà, tout le monde est piégé. Au passage, on prend les stops, on piège tous les acheteurs et on descend très rapidement. Et dernière possibilité, double fake out. Hop, on fait la même chose, donc le fake out, on redescend, donc on vire tous les shorts, on piège les acheteurs, on ressort les acheteurs qui vont probablement mettre un stop un petit peu en dessous une fois qu'ils seront rentrés. Et ensuite, on peut repartir une fois que le train est vidé et tout va bien. Voilà, donc je vois ces possibilités-là. Ensuite, pour du plus court terme. Alors, vous savez que hier, je vous ai dit que, enfin depuis 2 jours, je vous dis qu'on va avoir une correction, probablement, justement à ces niveaux-là. Et les premiers objectifs, c'est bien entendu un retest de cette trendline. Donc, je vous rappelle que c'est une grosse trendline, c'est une trendline weekly. Hop, c'est la trendline ici, qui marque le sommet, puis ce sommet-là, puis là, on l'a retesté un nombre de fois incalculable. Pareil, une fois qu'on l'a cassé, elle sert de résistance. Comme vous pouvez voir, hop, on a essayé un breakout, on a fait juste une mèche, on a été rejeté, un breakout, juste une mèche, et pour l'instant, voilà, on est en train de faire la même chose. Alors, c'est pas encore dit, la semaine n'est pas clôturée. Est-ce qu'on va enfin réussir à clôturer cette semaine au-dessus de cette trendline? Donc, ce sera déjà très bullish. Ou, encore une fois, va-t-on avoir un nouveau rejet? Donc, il faudra attendre la clôture de la semaine. Donc là, on est potentiellement en train de faire un pullback sur la trendline. D'ailleurs, on ne l'a pas encore touché. On s'arrêtait un peu avant où ça, tout simplement au Fibo que je vous ai donné hier. Hier, rappelez-vous, je vous avais dit, on est potentiellement dans une vague 4. Hop. Et donc, d'ailleurs, ça s'est effacé, je ne sais pas pourquoi. Je vous avais donné la zone d'achat hier, comme ça, hop. Je vous ai mis le petit rectangle vert. Entre, pour la vague 4, les 0,2 et les 0,5. Pourquoi? Parce qu'on a eu une vague 1 faible, donc on doit avoir une 4 forte. C'est pour ça que les 0,236 n'étaient pas dans mes targets. Une 4 forte nous dit qu'on doit aller rechercher au moins les 0,382, voire les 0,5. Donc je vous ai mis le petit rectangle ici. Là, du coup, vous voyez qu'on a touché parfaitement les 0,382. Du coup, petit rebond. Ça aurait été bien qu'on fasse une petite mèche pour aller chercher la trendline, mais bon. Petit rebond. D'ailleurs, j'ai partagé sur Twitter parce qu'on avait sur les petits time frames
justement qu'on approchait de cette zone pour ceux qui voulaient tenter un trade. Donc du coup on va descendre dans les petits time frames. Hop, tout petit time frame. Donc vous voyez, on allait parfaitement toucher les 0,38,2, petite mèche, rebond, et là pour l'instant on consolide. On consolide dans une sorte de petite figure comme ça. D'ailleurs la cassure peut se jouer, le breakout de cette figure peut se jouer. Parce que comme j'ai dit sur Twitter, on a la localisation, donc les 0,38,2 est proche du pullback sur la trendline. On a une confirmation momentum, parce que vous voyez qu'en 5 minutes, on a fait exactement ce que j'aime beaucoup voir sur les potentiels bottoms, que ce soit dans tous les time frames. Je vous dis en daily, c'est le bottom, les meilleurs bottoms, bien qu'on ne l'ait pas eu justement sur le Bitcoin, sur le bottom, mais sur certains altcoins. Donc, on vient chercher la zone de survente. Un rebond. On vient faire un nouveau plus bas, toucher parfaitement la zone d'achat, et par contre, on fait un nouveau plus haut sur le RSI, divergence. Alors, en daily, ça c'est extrêmement puissant. En général, ça marque les bottoms de marché. Mais ça marche aussi, comme je vous ai déjà dit, dans tous les time frames. Donc, quand on a une localisation, on cherche également une confirmation momentum, donc divergence RSI avec la zone de survente, c'est une confirmation momentum. Mais il nous manque également une structure, c'est ce que je disais sur ici. On a la localisation, la confirmation momentum, mais la structure, pour l'instant, c'est pas OK. C'est quoi une structure? Alors, ça peut prendre diverses formes. Ça peut être un break de trendline. Malheureusement, vous voyez là, on n'a pas une trendline, on est descendu trop rapidement. On serait descendu avec une belle trendline, on aurait pu tracer une trendline. Et voilà, le break de la trendline, ça peut être une confirmation de structure. Ça peut être également un W. Donc, par exemple, là, si on enlève le dessin que j'ai fait, hop, alors, je vais vous l'enlever. Hop, vous voyez, par exemple, là, on est venu chercher la zone, donc on remonte. Petit bout de W potentiel, je vous le dessine. Si je trouve jamais les dessins. Ah, voilà. Alors, ça va être encore très moche, hein, mes W sont toujours très moches. Hop. W, voilà, ça peut être une structure. Bien sûr, c'est sur petit time frame. Ça peut être une structure. Ça peut être également une épaule tête épaule, comme on peut avoir sur l'Ethereum. Vous voyez, sur l'Ethereum, on a potentiellement, je vais encore faire un vilain dessin, une épaule, tête et une épaule. Bien entendu, encore une fois, il faut casser ce niveau. Voilà, ça peut être une structure de retournement. Donc voilà, tout ça, c'est des structures. Donc ça peut être un cassure de trendline, une cassure de résistance, une figure chartiste, un W, une épaule tête épaule, etc., etc. Voilà. Mais pour entrer en trade, bien entendu, le plus prudent, c'est toujours d'attendre les trois confirmations, une localisation, donc sur l'Ethereum, c'est pas les 0,38,2, mais c'est les 0,5. Une confirmation momentum, vous voyez qu'on l'a la même sur l'Ethereum, hein. On vient chercher ici, un plus bas pour chercher la zone parfaite, et une divergence. Et ensuite, il nous manque juste la structure. Alors, les plus agressifs, comme je vous l'ai déjà expliqué, peuvent jouer la structure du fake out. Le fake out en soi, pour moi, je le considère comme une structure. Donc, vous savez que c'est très puissant, les fake out. C'est-à-dire quand on casse une zone, un gros support, une grosse résistance, une zone target, et qu'on la réintègre rapidement, ça peut être une bonne opportunité pour rentrer. Mais dans les petits time frames, en général, je préfère quand même attendre des structures. Par exemple, là, les plus agressifs peuvent se dire, bon, on est venu rechercher cassure et intégration. Hop, je prends le trade directement ici, ici, tout simplement, sur le fake out. D'ailleurs, en général, c'est là que moi, je rentre en trade. Mais le plus prudent, c'est d'attendre une vraie structure. Sur le Bitcoin, on a fait la même chose. Est-ce que je peux enlever mon petit dessin? Voilà, on est venu. Alors là, il faut vraiment zoomer. Voire même passer en une minute pour le voir plus clair. Voilà, hop. On est venu casser légèrement la target, alors là, très légèrement hein, sur le Bitcoin, juste avec des mèches, et réintégration. Donc, pour certains, ça peut, les plus agressifs, ils peuvent entrer directement ici. Mais voilà, comme je vous ai dit, le plus prudent, c'est d'attendre une belle structure. Donc, soit la cassure d'une grosse zone de résistance, notamment celle-là, ou là, vu qu'on a peut-être une petite... Alors, on va repasser en 5 minutes parce que là, c'est n'importe quoi. Voilà. On peut avoir une sorte de petite figure comme ça, en triangle,
Alors ça peut être soit un triangle ou soit ce que j'avais dessiné tout à l'heure, quelque chose comme ça. Voilà, une sorte de falling wedge avec une petite anomalie ici, hein, un petit excès. Et voilà, donc attendre quelque chose. Donc là, on peut essayer à la cassure ici, ou plus prudent, d'attendre qu'on recasse, pourquoi pas, soit ce niveau-là également, ou soit ce niveau-là. Mais attendre vraiment une structure de retournement. Bref, donc, alors, cherche des achats ici, parce que c'est une zone potentielle. Maintenant, malheureusement, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas, du moins à ce que je vous ai dit qu'on est dans une 4 hier, on est potentiellement dans une 4. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors, on a vu que, hop, effectivement, le Bitcoin, il a atteint les targets d'une vague 3. C'est-à-dire les A23.6. C'est pas la target principale. Vous savez qu'une vague 3 en général, c'est puissante. Ça atteint en général au moins les 1,61,8. Donc voilà. Mais 1,23, c'est quand même une target. C'est une 3 un peu faible. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est ce que je vous disais hier. On est potentiellement. C'est pour ça que j'attendais, vu qu'en plus on commençait à s'arrondir ici, j'attendais une correction de notre vague 4. Maintenant, par contre, si on va jeter un œil à l'Ethereum, hop, on va se mettre en 4 heures, on va s'enlever le Fibo pour y voir plus clair, on va même s'enlever le RSI. Il est dans la même configuration, vous voyez, une 1, une 2, une 3, donc on cherche 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, lui, si on prend voir s'il a été recherché des targets corrects pour une vague 3, eh bien on peut voir que pas du tout. Pas du tout, parce qu'elle a été recherchée, même pas les 1. Donc une 3, elle va obligatoirement rechercher au moins les 1. Donc vous savez que les targets pour une 3, c'est 1, 1,23,6, 1,61,8, 2,61,8. Et voilà, s'il a une 3 en extension, on peut même aller chercher beaucoup plus haut. Mais là, 0,85, c'est pas une 3. Voilà, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc si l'Ethereum, il n'est pas dans une 3, bah, probablement, vu qu'ils sont de la même configuration, vous voyez bien que le Bitcoin n'est probablement pas de une 3. En plus, maintenant, du coup, ça se confirme. Pourquoi? Eh bien, vous voyez que l'Ethereum, là, il est venu, contrairement au Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin, alors on va s'enlever toutes ces choses hein, pour y voir plus clair. Le Bitcoin, il n'est pas encore revenu tester ce sommet. Donc lui, pour l'instant, il est vraiment dans une belle configuration pour une vague 3. Mais l'Ethereum, lui, il est revenu casser ce sommet. Et vous savez qu'une une vague impulsive ne peut pas revenir casser le sommet. Seuls les leading diagonales peuvent revenir casser le sommet d'une vague 1. Donc ceux qui pigent rien à ce que je raconte depuis tout à l'heure, surtout pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller voir ce tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre mes analyses et ceux d'autres personnes qui utilisent les vagues d'Elliott. Voilà, ça dure que 40 minutes, en accéléré ça fait 20 ou 30 minutes, donc n'hésitez pas à taper dedans. Voilà, vous finirez moins bête ce soir. Donc il ne peut pas être dans une impulsive et il ne peut pas être dans une leading diagonale non plus. Pourquoi? Parce qu'on est une leading diagonale, comme son nom l'indique, elle lead un mouvement, on la trouve en vague 1. Donc en vague 1 par exemple. Elle ne peut pas se trouver en vague 3. Donc 1, 2, 3. On ne peut pas avoir une leading diagonale ici. C'est forcément une impulsive. Mais on n'est pas non plus dans une impulsive puisqu'on n'a pas atteint les objectifs de la 3 et en plus on a mangé le sommet de cette vague-là. Voilà, donc ça me dérange un peu, même beaucoup. Donc, on va aller voir du coup, hop, alors déjà rapidement, un petit tour sur ce graphique. Vous voyez qu'une fois de plus, on a été rejeté par le bas du canal. Je rappelle que c'est un graphique qu'on regarde en weekly et que quand on a une clôture au-dessus du canal, on va rejoindre à minima la médiane. Donc, encore une fois, c'est vers les 51 000 $. Et si on casse la médiane, on ira probablement rejoindre le haut du canal. Et bien entendu, si on casse le haut du canal, le premier objectif, ce sera les 90 000 $. Bref, nouveau rejet. Voilà, donc pour l'instant, rien de plus à dire sur ce graphique. Si à la fin de la semaine, on clôture au-dessus, bah, plutôt bullish, on va rejoindre les 51 000 $. Très fort, probablement. Si par contre, on finit comme ça, eh bien, il y a possibilité qu'on redescende plus bas. Bref, c'est pas ça que je voulais voir. C'était, voilà, pour aller voir nos vagues d'Elliott. Donc j'ai pris un nouveau graphique, un graphique totalement vide, comme ça on peut bien travailler dessus. Donc, théoriquement, si on est bien bullish, alors il y a toujours le scénario bearish, d'ailleurs je vais tout effacer, on va recommencer, hop, n'oubliez pas qu'il y a toujours le scénario bearish. Le scénario bearish, c'est que là on est juste dans une correction de
tout ce mouvement-là. Donc vous voyez, on a fait un gros mouvement baissier depuis le novembre, depuis le mois de novembre. On baisse, on baisse, on baisse. On n'a jamais eu vraiment de grosses corrections à la hausse. Donc au bout d'un moment, on est censé, même si on doit aller plus bas, avoir une grosse correction. Donc on est peut-être justement dans cette grosse correction de tout ce mouvement haussier. Donc déjà, on va se mettre un Fibo. Et vous savez qu'en général, quand on a une grosse correction d'un mouvement haussier, il y a plusieurs targets. La première target, c'est les 0,382. On n'y a pas encore atteint, pratiquement. Donc, on peut quasiment valider les 0,382. Ensuite, il y a les 0,5 qui se trouvent justement aux 61 000. Et pour finir, la zone de rechargement de short. En général, la plupart du temps, quand on casse la zone de rechargement de short, eh bien, on considère qu'on est à 80% de chance plus dans un rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière. Et c'est là qu'on va faire des niveaux plus hauts. Première chose. Donc, une correction se fait en 3 mouvements. Une impulsive se fait en 5 mouvements. Une correction en 5 mouvements. En 3 mouvements. Donc, si on est dans une correction, on cherche 3 mouvements. Donc, potentiellement 1, 2, 3. Le basique, c'est les zigzags, donc les ABC. Mais une ABC doit être décomposée en 5, 3, 5. Sauf que moi, là, je compte 1, 2, 3. Vous voyez, sur le RSI, on peut faire pareil. 1, 2, 3. Moi, je compte 1, 2, 3. Donc, c'est pas une ABC, c'est juste la même chose, sauf en 3, ça s'appelle une WXY. Voilà, c'est ce que je vous avais dit déjà depuis un moment donné. WXY. Et une WXY, c'est quoi? C'est tout simplement que des ABC. A, B, C, une A, B, C qui descend, et une ABC qui monte. Donc, soit, hop, donc là, potentiellement, A, B et C. Voilà, donc, pour le scénario bearish, deux possibilités. Soit c'est fini. Hop, c'est fini. On a fait ABC, 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 hop, correction terminée. On est parti chercher pratiquement les 0,382 le premier arrêt. Et voilà, là, on va retourner. On va continuer notre tendance baissière. On va continuer. Hop. Cette tendance baissière. Donc, cette tendance baissière qui pourrait d'ailleurs très bien être une vague 1, une vague 2 et encore avoir 3, 4, 5. Donc, ça, c'est le scénario plus bearish. Ou alors, là, on en est dans la vague 4 et on va faire une dernière vague. Mais bon, ça, on verra ça plus tard quand on aura cassé les plus bas. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas recassé les plus bas, on se concentre sur le scénario bullish. Pour les détails, bien entendu, mais il faut quand même savoir que on est potentiellement dans un scénario bearish. Donc, première possibilité, c'est ça. Deuxième possibilité, là, hop, la Y va aller un peu plus haut. Et tout simplement, là, on est dans une... hop. Donc la A d'ailleurs, hop, un peu plus haut. Voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher le haut, la A. Puis ensuite, on aura une B. Et enfin, on aura la C. Et on finira probablement, comme je vous ai dit, soit aux 51 000, soit aux 55 000 $. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas cassé cette zone, on ne peut pas être sûr que la correction n'est pas finie. Donc ça, c'était pour rappeler le scénario bearish. Donc, soit on a déjà fini, soit on va aller aux 51 000 ou 55 000 $ avant d'aller plus bas. Et le scénario bullish. Donc, du coup, le scénario bullish, on prend pour acquis que on a potentiellement fait le bottom ici. Donc, on a fait le bottom, on repart sur une nouvelle impulsion, donc sur 5 vagues haussières. Donc, on a déjà fait la vague 1, la vague 2, on aura une vague 3. Bon, c'est pas grave, on va les mettre comme ça, et une vague 4 et une vague 5. Donc, d'ailleurs, ça, soit ce sera, une fois qu'on aura ces 5 vagues-là, ce sera terminé, et donc on fera un sommet très légèrement, alors soit en double top, donc vers les 65-67 000 $, soit légèrement plus haut, et ensuite on repart à la baisse. Donc ça, c'est un peu la théorie justement de ceux qui disent qu'on est dans ce genre de structure-là. Hop, je vais vous la montrer. Vous avez déjà dû la voir chez certains youtubeurs. Hop, ils vous mettent ça comme ça. Hop, et ça comme ça. Hop, alors hop, quelque chose comme ça. C'est un peu plus précis. Voilà, globalement, ils pensent qu'on est dans une structure. Donc là, du coup, dans ce scénario, on irait rejoindre là, vous voyez,
et donc on finit le range. Vous voyez, on a fait un léger plus haut, on va refaire un léger plus haut, et ensuite, la théorie veut qu'on... Alors, soit bien sûr, la possibilité de casser, hein, mais si on a ces 5 vagues-là, on repart à la baisse, tester là, et pour finalement monter. Ou alors, on va casser, aller plus bas et monter. Bref, si on a juste 5 vagues-là, eh bien, l'objectif, c'est à peu près justement ce niveau, cette idée comme quoi on est dans un grand range, et ensuite, on va aller retester au minima le bas du range. Voilà. Si on devait casser le range, et aller beaucoup plus haut chercher les 100, 200 000 $, eh bien, ces 5 vagues-là, ce serait tout simplement les sous-vagues, voilà, d'une correction, d'une impulsion beaucoup plus haut. Et là, on pourrait aller chercher effectivement, comme vous voyez, les 200 000 $, 100 ou 200 000 $ sans problème. Bon, voilà, ça c'est juste pour vous rappeler le scénario principal. On va repasser un petit time frame. Donc, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5. Le premier mouvement s'est fait en 3. Donc on est potentiellement dans une leading diagonale, mais pas forcément. Rappelez-vous, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, je vous ai dit que j'irais vérifier. Il me semble que les impulsives classiques, eh bien la première vague peut se constituer en 3 mouvements. Donc j'ai été vérifié bien entendu, et comme vous pouvez le voir ici par exemple, la vague 1. La vague 1 sont... Alors là on est dans une impulsive. Les vagues 1 sont difficiles à reconnaître puisqu'elles peuvent être interprétées comme de simples corrections. Et c'est toujours très dur au départ avec les vagues d'Elliott, parce qu'on ne sait pas si, surtout avec les 3 premières vagues, si on est dans une correction ABC ou dans les 3 premières vagues d'une impulsive. Bref. Elles sont généralement très courtes et rapides. Il arrive fréquemment qu'on ne puisse décomposer la vague 1 qu'en 3 vagues et non en 5. Voilà, donc c'est ce que je vous disais hier, j'étais pas sûr, mais voilà, c'est pour ça que j'ai été vérifié. Je préfère aller toujours vérifier quand je ne suis pas sûr de quelque chose. Donc, on a eu 3 mouvements. Donc, on est soit dans une impulsive qui commence avec 3 mouvements haussiers dans la vague 1, ou soit dans une leading diagonale. Une leading diagonale, tout simplement, si on est dans une leading diagonale, on voudra également voir 3 sous-vagues, et ensuite 3 sous-vagues. Donc, bon, là, c'est impossible qu'on ait fini nos 3 sous-vagues, bien entendu. Hop, elle doit finir vers là. Hein. Donc, les sous-vagues, les ABC, doivent être, elles, décomposées en 5. Une ABC, c'est toujours 5, 3, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme je vous ai dit, moi, j'y crois pas trop par rapport à l'Ethereum, qu'on puisse avoir 5 vagues là, hein, parce qu'on devrait retrouver la même chose sur l'Ethereum. Donc potentiellement, on serait tout simplement, je pense, ce que je vois le plus, c'est que là, on aurait fait une vague. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est ma conclusion que là, on a probablement 1, 2, 3. C'est probablement justement la première vague d'une impulsive. Et comme on l'a vu tout à l'heure, une impulsive peut commencer en 3 vagues. Je vois pas d'autre solution parce que vraiment, vraiment à cause de l'Ethereum, là, on ne peut pas être dans 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est juste pas possible. Donc sur le Bitcoin, c'est possible. Donc si on s'en tient juste au Bitcoin, c'est possible. Hein. 1, 2, 3, elle a atteint les objectifs corrects. Et la 4, pour l'instant, la 4, elle a un retracement tout à fait correct. 0,382, elle peut même descendre un peu au 0,5 sans problème, comme on l'a vu. Elle ne mange pas le sommet de la vague 1. Donc, tout à fait correct sur le Bitcoin, hein, de penser qu'on est, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout à fait correct. Mais voilà, c'est tout à fait correct cette figure-là. Mais par contre, c'est tout à fait incorrect sur l'Ethereum. Donc, je pense pas que, voilà, l'Ethereum, il va pas partir tout seul à la baisse et le Bitcoin continue à monter. Je vois très mal ce genre de choses. Si le Bitcoin il monte, l'Ethereum il va suivre forcément. Il peut être plus bullish ou moins bullish, mais il va suivre. Hein. Je vois pas un Ethereum qui redescend tout en bas et lui le Bitcoin qui continue et qui va chercher les 55 000 $. Donc voilà, moi je pense plutôt que là on a une
tout simplement une première vague hein, qui s'est fait en 3. 1, 2, 3, on a une première vague. On a une vague 2, donc la vague 2 peut s'arrêter là. Elle peut aller un peu plus bas. Et ensuite, on aura 3, 4, 5 tout simplement. Et du coup, eh bien là, ça colle sur l'Ethereum. Hein. On a tout simplement une vague 1, là une vague 2. Donc si on met un retracement, hop, donc la vague 2 peut aller rechercher les 0,38,2, les 0,5, les 0,618. Et donc c'est tout à fait normal qu'on mange ce sommet parce que c'est une sous-vague. Hein. Vous voyez, hein, la vague 2 peut retracer même jusqu'ici, hein, sans problème. Voilà, donc là je vois juste ces solutions qui restent, sinon je vois pas d'autres solutions. Si quelqu'un voit une autre solution, qu'il me le dise en commentaire, mais moi personnellement, par rapport à l'Ethereum, je vois pas d'autre solution que là, on est juste dans la première vague. Une vague 2, donc comme je vous ai dit hier, les targets du coup ici, bah, elles sont moins pertinentes parce que si on est dans une vague 2, le Fibo, faut du coup le placer en bas. Voilà. Et là, on pourrait très bien redescendre, même jusqu'ici, sans problème. Vous savez que les targets d'une vague 2, c'est ça, le target principal. Mais si on veut pas que les gens rentrent dans le train, on n'est pas censé avoir de fortes corrections, donc on peut très bien s'arrêter un peu avant, donc au 0,38,2, voire même au 0,236. Donc là, on les a un peu dépassés, donc on pourrait même s'arrêter maintenant. Mais théoriquement, on doit quand même aller un peu plus bas, pourquoi pas aller au moins au 0,38,2. Comme ça, on recasserait la trendline, on ferait peur aux gens, et hop, on irait rechercher les 41 200, et ensuite, on remonterait rapidement. Voilà, donc maintenant, mes targets, c'est plus, voilà, celle-ci, pour une vague 2, 3, 4, 5. Et voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, hein, parce que vraiment, c'est une structure compliquée en ce moment sur les vagues d'Elliott. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Quoi qu'il en soit, soyez prudents. Si vous cherchez des entrées dans les petits time frames, eh bien, attendez bien, comme je vous ai dit, toutes les conditions. Vous voyez, pour l'instant, là, par exemple, sur les niveaux qu'on a là, on n'a pas encore de structure. On l'a toujours pas, vous voyez. Là, on s'est fait rejeter. C'est pour ça que je dis d'être prudent. On a peut-être cassé même également la petite trendline ici. Hop. Voilà, on est en train de casser la petite trendline du RSI, donc restez prudent. Voilà, donc les targets au niveau des chiffres, je ne sais pas si je vous ai donné les chiffres du coup. Hop. Non, et j'ai effacé en plus mon Fibo. Donc, voilà. Alors, on pourrait très bien s'arrêter pile sur la trendline, hein, mais on serait au milieu des moyennes mobiles, donc ça me dérange un peu. Sinon, voilà, le 0,382 se trouve aux 41 128 $. Le 0,5 qui correspondrait à un pullback sur vous voyez, ce gros niveau, il se trouve au 39 900 $, et les 0,6 au 38 500. Mais théoriquement, on n'est pas censé aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont loupé justement le train et ça leur donnerait la possibilité d'entrer. Donc, ce serait dommage. Voilà, parce que tout simplement, si on veut monter, on veut le moins de monde possible dans le train. On ne veut surtout pas laisser aux gens la possibilité de rentrer sur des niveaux importants, notamment les 40 000 $, qui vont être très surveillés. Donc voilà, le mieux à faire pour continuer la hausse, ce serait de s'arrêter au maximum voilà, sur les 0,382 aux 41 000 $. On casse légèrement la trendline, on fait un petit fake out, on la réintègre et on continue plus haut. Et là, ce serait très bon si ça arrive. Hein. Donc si vous voyez qu'on casse cette trendline, qu'on va rechercher les 41 000 $ et que rapidement on réintègre, ça peut être effectivement une bonne entrée en trade. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, surtout qu'il y a mes alarmes qui commencent à sonner. Sur ce, passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.